Les titres de ce journal, la première dame participe par visioconférence à la réunion de l'initiative pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Inauguration à Nouakchott du premier centre d'apprentissage à distance spécialisé dans le domaine du pétrole et du gaz. Inauguration, mais cette fois-ci à Nouadhibou, d'un nouveau collège et de plusieurs salles de classe dans le cadre du programme Mes priorités élargies. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais en titre, la première dame, Madame Mariam Mentda, a participé aujourd'hui à Nouakchott par visioconférence à la réunion de l'initiative pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Lors de son discours, la première dame a appelé à participer aux côtés des gouvernements du Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres partenaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'élimination des fistules congénitales. Malika Narli. Excellency Mrs. Malika Issoufou, First Lady of Niger, Excellencies, First Ladies. Excellence Madame Malika Issoufou, Première Dame du Niger, Excellences Mesdames les Premières Dames, chères sœurs du Burkina, du Tchad, de la Gambie et de la Sierra Leone. Je tiens à remercier l'ensemble des organisations impliquées dans la préparation et la réalisation de cette excellente initiative et à exprimer ma fierté d'y être partie prenante. Vous me permettrez de commencer par une confession assez embarrassante pour moi. Avant l'invitation de ma très chère sœur Malika, je ne connaissais pas l'ampleur de ce phénomène et c'est en me documentant pour cette réunion que j'en ai saisi la gravité et la souffrance sous-jacente. J'en avais presque les larmes aux yeux. Et pourtant, ce n'est pas difficile à prévenir. La fistule obstétricale est en effet un problème majeur de santé publique et un drame social pour les victimes, qui sont principalement les filles et les femmes les plus vulnérables, démunies, vivant dans les localités les plus enclavées, avec un accès très limité à des services de santé de qualité. Pour ne pas répéter ce que d'autres vont mieux développer que moi, je vais me focaliser sur l'ampleur du problème en Mauritanie et les défis auxquels nous faisons face. Outre la croissance démographique et le faible accès aux services de santé de la reproduction et planification familiale, les facteurs aggravants en Mauritanie sont la prévalence élevée du mariage à un âge précoce, 15,6% avant 15 ans et 35,2% avant 18 ans, selon les statistiques de 2015. Les besoins non satisfaits en planification familiale et espacement des naissances, 33,6%. Les grossesses précoces et rapprochées et le faible taux d'accouchement assisté, 64,4%. Les mutilations génitales féminines élevées, 66,6% parmi les femmes et 53,2% parmi les filles. Le niveau bas de l'éducation des filles, 62% au primaire, selon les statistiques de 2015, 41% au secondaire et 21% au supérieur. Cependant, depuis le lancement de la campagne nationale en 2003, la Mauritanie a développé et mis en œuvre plusieurs programmes et stratégies pour lutter contre la fistule obstétricale. L'élaboration d'une stratégie nationale d'élimination de la fistule obstétricale 2020-2025. L'adoption d'une fatwa par les chefs religieux contre les mutilations génitales féminines. La création d'un centre régional d'excellence pour le mentorat clinique des sages-femmes afin de renforcer la formation continue et favoriser l'offre de services santé de la reproduction de qualité. Le renforcement de la prise en charge chirurgicale et l'offre de chirurgie de réparation à 635 femmes porteuses de fistules. L'intégration de la fistule obstétricale dans les maladies indigentes avec l'accès à la gratuité de la prise en charge y inclut la réinsertion socio-économique des femmes traitées et guéries de la fistule obstétricale. Malgré ces progrès, il faut noter que la fistule obstétricale reste un défi en Mauritanie. Chaque année, un nombre additionnel de 150 à 300 femmes viennent accroître le nombre de porteuses de fistules obstétricales avec un gap cumulé 2003 à 2021 de 2700 à 5400 cas. Chaque semaine, 16 femmes meurent à l'accouchement en donnant la vie, 582 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Les résultats acquis à ce jour restent modestes par rapport aux nouveaux cas additionnels.
l'urgence à éliminer la fistule obstétricale n'est plus à démontrer. C'est pourquoi nous devons tous être engagés aux côtés de nos gouvernements et du Fonds des Nations Unies pour la population et les autres partenaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d'élimination de la fistule obstétricale. Nous devrions également être dévoués à soutenir toutes les initiatives qui participent à l'élimination de la fistule obstétricale, à savoir la lutte contre les mariages précoces, la prise en charge de routine à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, l'accès des filles à l'éducation, l'accès des femmes aux services d'accouchement assistés par du personnel qualifié, à faciliter l'accès des femmes à la planification familiale et espacement des naissances et à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Enfin, je ne saurais terminer sans vous remercier pour cette opportunité qui nous permettra, en qualité de première dame, d'influencer les politiques de nos États respectifs, de mobiliser les ressources financières nationales pour mettre fin à la fistule obstétricale et faire en sorte que les femmes et les filles puissent contribuer librement et avec leur plein potentiel au développement de la Mauritanie et de toute l'Afrique. Wassalamu alaikum. Il est à noter que notre pays avait pris part ce matin par visioconférence à cette réunion de l'initiative organisée sous le slogan « Un partenariat fort et élargi » qui est essentiel pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et du Centre. La visioconférence a été suivie en direct à partir de Nouakchott par Madame la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famine, Naha Ment Haroun Ould Chersidia, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Madame Ba Alima Yaya, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population et des cadres des départements de la santé et des affaires sociales, Malika Nagri. Un partenariat fort et élargi essentiel pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est sous ce thème que s'est tenue la réunion de l'Initiative pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et du Centre, organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population, à laquelle participe notre pays par vidéoconférence sous la présidence et la participation de la Première Dame, Dr Mariam Mentedda. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à l'élimination de la fistule obstétricale, sa prévention et à la volonté de briser les tabous et le silence qui entourent ce drame. Une pathologie qui atteint les femmes et les filles les plus vulnérables démunies dans les sociétés africaines. Eu égard au drame physique et psychologique et aux répercussions sur la famille et dans la société, le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a mis en place des stratégies et des programmes de prise en charge gratuite des femmes atteintes de cette pathologie. La réunion de l'Initiative pour l'élimination des fistules obstétricales s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Naha Ment Haroun Ould Chersidia, de la secrétaire générale du ministère de la Santé, du représentant du Fonds des Nations Unies pour la population et des cadres du département des Affaires sociales et de la Santé. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur souligne que notre pays salue l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite visant à mettre fin à la crise au Yémen par des propositions menant un règlement pacifique sous les auspices des Nations Unies. Le communiqué publié ce mardi a réaffirmé l'attachement de la Mauritanie à une solution urgente, globale et durable à la crise yéménite. Voici le texte intégral de ce communiqué lu par Mohamed Khattab. Le Royaume frère d'Arabie Saoudite a annoncé hier une initiative visant à mettre fin à la crise dans le Yémen frère par des propositions conduisant à un règlement pacifique sous les auspices de l'ONU. La République islamique de Mauritanie exprime son soutien à cette initiative qu'elle salue, initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux et des consultations des partis yéménites à Genève, au Koweït et à Stockholm. Elle réaffirme son appel à une solution rapide, globale et durable à la crise yéménite sur la base de la résolution 2216 du Conseil de sécurité et des résultats du dialogue national et de l'initiative du Golfe et de ses mécanismes de mise en œuvre.
Une solution qui renforce la sécurité et la stabilité dans la région et met fin à l'exacerbation des souffrances humaines dans le Yémen, frère. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Abdallahi Oulbouye, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a décoré au nom du président de la République mardi à Nouakchott son Excellence Vladimir Chamov, ambassadeur de la Fédération de Russie, accrédité à Mauritanie de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ahmed Ould-Sid Ahmed Dje, des chargés de mission, des conseillers et des directeurs au département. Les locaux du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines ont abrité ce matin l'inauguration du premier centre d'apprentissage à distance spécialisé dans le domaine du pétrole et du gaz. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des partenaires de notre pays dans le domaine du pétrole et du gaz, El Haj Abdellahiddin. Le centre de formation interactive de Nouakchott, inauguré aujourd'hui, est considéré comme un espace de formation dans le domaine de l'énergie. Il a pour but de développer l'échange d'expertise liée à l'énergie afin de promouvoir ce secteur vital. La construction de ce centre de formation est le fruit d'une coopération réunissant le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et ses partenaires, en particulier la firme British Petroleum et Cosmos Energy. En supervisant l'inauguration du centre, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Abdesselam Mohamed Salah, a indiqué que le centre vise essentiellement à renforcer les capacités des cadres et fonctionnaires de l'administration mauritanienne qui sont chargés de gérer le secteur de l'énergie. Une formation qui se fera, dit-il, à travers des formations et des ateliers de travail spécialisés tendant à actualiser les connaissances. Le ministère a ajouté que la création de ce centre vise entre autres l'amélioration des compétences des ingénieurs et des techniciens formés en Mauritanie, la contribution à construire les capacités du secteur privé. Le ministère a souligné que le centre va assurer des tâches diverses qui sont l'actualisation et l'amélioration des connaissances des cadres et fonctionnaires de l'administration mauritanienne, la formation des ingénieurs et des techniciens dans le domaine de l'industrie du pétrole et du gaz, notamment au niveau maritime, la création d'une valeur ajoutée et la formation des cadres des petites et moyennes entreprises afin de les mettre en conformité avec les normes requises par les grandes entreprises. Les représentants des entreprises, à l'occurrence British Petroleum et Cosmos Energy, ont successivement exprimé leur appréciation de ce partenariat avec la Mauritanie dans le domaine de l'énergie et du gaz. Ils ont expliqué que ce partenariat repose sur le développement du secteur de l'énergie, l'acquisition des expertises dans ce domaine à travers la formation à distance. Le centre de formation à distance est constitué de plusieurs pavillons, dont celui de la maîtrise directe, la communication avec les partenaires à l'étranger, en plus des salles de formation, d'informatique, de documentation et d'archives. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie et son partenaire British Petroleum, BP, ont signé aujourd'hui un protocole d'accord relatif à l'exploration d'opportunités de développement des énergies domestiques dans le pays. Dans le cadre de cette signature, 2 programmes d'électrification seront mis en œuvre. Le premier a trait à la construction d'une centrale électrique fonctionnant au gaz et le second à l'extension des réseaux électriques, notamment en milieu rural. Abdullah Damaba. Ce protocole d'accord se rapportant aux opportunités de développement des énergies permettra de produire de l'électricité à des coûts abordables, créer des opportunités d'emploi et lutter contre la pauvreté. Ainsi, des réseaux électriques vont être établis dans le milieu rural. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdesselam Mohamed Saleh, a précisé que la signature de cet accord est un jalon important dans le cadre du partenariat public-privé, particulièrement dans la transition énergétique. Il a ensuite affirmé que la société BP est une entreprise internationale qui a une certaine notoriété dans le secteur énergétique et gazier. Il a par ailleurs indiqué que grâce à ce partenariat, des localités qui jadis n'étaient pas desservies en électricité vont bénéficier de ces services.
Dave Shannon, vice-président du secteur des gaz et du pétrole à BP, a exprimé sa satisfaction pour cette collaboration avec notre pays, particulièrement dans le cadre de la production énergétique. Il a en outre précisé que cet accord constitue un autre jalon qui a été posé à la suite de l'inauguration du centre de formation intégré de Nouakchott. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould-Sid Ahmed, a supervisé hier soir à Nouakchott la cérémonie de clôture d'un atelier relatif à la stratégie nationale de la jeunesse pour la période 2020-2024. Cette rencontre a permis aux représentants des organisations des jeunes et des secteurs ministériels concernés de prendre connaissance du contenu de la stratégie et des objectifs visés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Aminata Khan. Au terme de l'atelier portant sur l'étude de la stratégie nationale de l'emploi, de la jeunesse et des sports tenu hier, plusieurs recommandations ont été formulées par les jeunes participants à la rencontre. Le livre contenant les propositions et recommandations a été remis au ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports qui est longuement revenu au cours de son allocution sur le problème de l'employabilité chez nous qui, selon lui, émane de la non-existence d'une vision ou politique de l'emploi, indiquant que des mécanismes et stratégies ont été élaborés pour pallier à cette situation. Il a en outre indiqué que la formation va être renforcée et le lancement très prochain de projets au profit des jeunes seront exécutés par le ministère en plus de la réorganisation de l'ANAPEJ. Le ministre s'est dit conscient des défis et problèmes que rencontrent les jeunes. Rappelons que cet atelier de restitution de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports à l'horizon 2020-2024 est organisé au profit des jeunes et représentants des départements ministériels. Madrid dispose désormais d'un nouveau collège, de plusieurs salles de classe et d'autres installations. La cérémonie d'inauguration organisée pour l'occasion a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ahmed Ould-Deddahi, en compagnie du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould-Cheikh Mohamed Val, du hakam de la Muqata'a de Nouadhibou, du président du conseil régional, du maire adjoint de la commune de Nouadhibou, Abdoul Adamaba. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé en premier lieu à l'inauguration d'une école primaire au quartier Madrid, en présence du coordinateur national du programme Mes priorités élargies et du wali de la wilaya d'Dakhlet Nouadhibou. Cette école complète a été érigée dans le cadre du programme Mes priorités élargies. La construction de cet ouvrage a été assurée par le département de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Un autre quartier, une autre école, c'est au sein de Tarhil qu'a été construit l'établissement Wafa 2. Cette école a été érigée pour rapprocher les services de base des populations. Une école secondaire a en outre été inaugurée au niveau du quartier Madrid de la capitale économique du pays. Après la coupure symbolique du ruban, les autorités ont visité les différents compartiments de cet établissement, dont le coût global est estimé à plus de 140 millions de l'ancienne Ouguiya. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a déclaré que ces infrastructures scolaires ont été érigé dans le strict respect des instructions de Madame la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire se rapportant à ces édifices. Il a aussi indiqué que les responsables pédagogiques au niveau régional vont recevoir ces écoles en bonne et due forme à la suite de l'exécution de tous les travaux aussi afférents. Le coordinateur national du programme Mes priorités élargies a quant à lui souligné que ce déplacement avec le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire rentre dans le cadre des interventions du programme Mes priorités élargies. Les bénéficiaires et responsables se sont par ailleurs exprimés. Il s'agit notamment du président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou et l'adjoint au maire de cette ville. Ils ont tour à tour mis en avant le rôle du programme Mes priorités élargies et ont affirmé que ces infrastructures ont été réceptionnées au moment opportun. Ils ont en outre exprimé leur satisfaction pour ces travaux qui ont été abattus. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et la Chambre de commerce, d'industrie d'Aix-Marseille-Province ont procédé aujourd'hui à Nouakchott au lancement
du projet de formation dans le domaine portuaire. Ce projet financé à hauteur de 499 000 € par l'Union européenne devra permettre la formation de 295 jeunes à Minatakan. Ce projet, financé à hauteur de 495 millions d'euros par l'Union européenne, devrait à terme permettre la formation de 295 jeunes, dont 260 seront insérés sur le marché du travail et 90 chefs d'entreprise à l'apprentissage en milieu de travail et le recyclage de 30 formateurs. Il profitera en outre à 150 femmes qui suivront des cours dans le domaine de l'entrepreneuriat et seront l'objet d'accompagnement jusqu'à la création de leur propre entreprise. S'exprimant, le président de la Chambre du commerce a rappelé que ce projet s'inscrit dans la continuité du tournant pris par son institution depuis le lancement du projet Archipelago. Cette cérémonie marque le début de la mise en œuvre du projet de formation, accompagnement et insertion dans le domaine portuaire FAIDOP. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme africain et européen de formation professionnelle Archipelago. FAIDOP est un projet qui sera mis en œuvre en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille en Provence et le Grand Port maritime de Marseille. L'objectif étant d'insuffler dans le secteur portuaire mauritanien une nouvelle dynamique en matière de formation et d'insertion professionnelle en adéquation avec les besoins réels des entreprises et de renforcer l'employabilité et l'intégration des jeunes mauritaniens dans le marché de l'emploi, mais aussi d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, nous savons tous que parmi les facteurs qui freinent le développement de notre secteur privé figure essentiellement le manque de qualification de la main-d'œuvre locale et l'inadéquation formation-emploi. Les entreprises ne trouvent pas aisément les compétences professionnelles dont elles ont besoin. Lui succédant, le directeur du port autonome de Nouakchott a indiqué que le lancement du projet de formation et d'accompagnement ainsi que d'insertion dans le domaine portuaire s'inscrit dans le cadre du programme africain et européen de formation professionnelle mis en œuvre en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Province et le Grand Port maritime de Marseille, indiquant que le choix du secteur portuaire n'est pas fortuit, particulièrement dans le nouveau contexte de l'économie pétro-gazière. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui au cours de son point de presse quotidien relatif à la pandémie du coronavirus dans notre pays l'enregistrement au cours de ces dernières 24 heures de 28 nouveaux cas de contamination, de 20 nouvelles guérison et 0 décès. L'atelier de concertation régionale visant à déterminer les travaux dangereux pour les enfants a été ouvert ce matin à Tijuca. La rencontre organisée par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Bureau international du travail et le soutien du projet MAP16 vise à mener des consultations régionales sur la définition de la liste des travaux dangereux et interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Supervisant l'ouverture de l'atelier, le conseiller du Wali en charge des affaires administratives et juridiques, M. Mohamed Ramin Oulezain, a souligné que l'obligation de veiller au respect des normes internationales du travail et de la législation nationale régissant le travail des enfants est un axe constant des réformes engagées par le gouvernement qui s'inscrivent dans la droite ligne du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Il a ajouté que notre pays a ratifié les 2 conventions internationales de base relatives au travail des enfants de moins de 18 ans, ce qui démontre l'engagement de l'État envers les droits de l'enfant, et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'organisation de cet atelier. Le représentant régional du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration
au niveau de la wilaya d'Itagan, M. Taleb Mokhtar ou Mohamed El-Mokhtar a présenté en exposé sur le thème de l'atelier, accompagné de plusieurs interventions des participants. L'atelier a été ouvert en présence du Hakam Moussaïd de la Muqata'a, du maire adjoint de la commune de Tujuja et de représentants de la société civile. À marge de la manœuvre militaire dite Zemmour II, que vient d'abriter la wilaya de Tiris Zemmour, l'armée nationale a conduit une caravane médicale qui a profité aux villes de Zouerat et Vderik. La caravane médicale a dispensé des centaines de consultations et soins aux populations des deux villes. Amina du Mohamed Khalil. En plus de nous défendre et protéger, nos forces armées sont également là pour nous aider. C'est ce qu'a fait la caravane militaire à Zouerat et à Vderik, en marge de sa mission d'entraînement dans la zone. L'opération humanitaire qu'a menée l'armée dans la wilaya du Tiris Zemmour met au service des citoyens beaucoup plus que leur simple présence. L'armée a désigné une caravane médicale couvrant 7 spécialités: dermatologie, ophtalmologie, orthopédie, gynécologie, en plus de spécialités gastro-intestinales, pédiatriques et dentistes. 4 jours durant, les médecins militaires ont fait sur place des consultations gratuites et offert gratuitement les médicaments prescrits aux patients. Le président de la caravane, colonel Mohamed El-Hassan Ould-Hamd, a déclaré que les services de cette caravane, qui sont de nature sociale et humaine, s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la mission de défense continue de l'armée nationale et qui vise à compléter le rôle des autorités publiques par rapport à la couverture sanitaire sur tout le territoire national. L'organisation de cette caravane est d'une importance majeure, compte tenu du manque constaté quant aux spécialités mentionnées dans les institutions sanitaires publiques de la zone et du caractère gratuit des soins et médicaments offerts aux populations. La caravane a pu faire des centaines de consultations au plus grand plaisir des populations qui ont apprécié cette opportunité et exprimé leur contentement de la solidarité des forces armées. Ils ont également affirmé que le soutien militaire aux populations les rassure, qui sont au top de leurs priorités et ravivent chez eux la notion d'appartenance à une seule nation, l'inclusion et l'accès aux services de base. Et sans oublier l'importance de l'eau, l'armée a également organisé des campagnes d'approvisionnement en eau potable au profit des quartiers les plus nécessiteux, ce qui entre dans le cadre de la mission noble de l'armée nationale, qui n'a épargné aucun effort pour venir en aide aux populations du Tiris Zemmour. Une image soignée, un sentiment d'appartenance et d'inclusion et une aide médicale tant attendue. Voilà ce qu'a laissé la caravane militaire de l'armée nationale derrière elle, à Zouerat et à Vderik. Nous clôturons cette édition par un détour dans la wilaya de l'Adrar et précisément à Aoucheft où les coopératives féminines sont très actives. Ici, les femmes participent au développement local en s'investissant dans différentes activités, notamment l'artisanat traditionnel, l'agriculture, la couture, le commerce dont elles tirent leur pain quotidien. Qu'elles cultivent des champs maraîchers dont elles vendent les légumes ou qu'elles exercent la couture ou vendent du henné, du miel ou d'autres produits d'artisanat. Ces femmes sont heureuses d'avoir des activités génératrices de revenus. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. La Première Dame participe par visioconférence à la réunion de l'initiative pour l'élimination des fistules obstétricales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Inauguration à Nouakchott du premier centre d'apprentissage à distance et spécialisé dans le domaine du pétrole et du gaz. Inauguration également à Nouadhibou d'un nouveau collège et de plusieurs salles de classe dans le cadre du programme Mes priorités élargies. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.